pense que c'est la plus belle intro qu'on ait jamais faite de moi sur un panel. Merci, merci Marco. Merci Jérôme, merci Romain. Je voudrais que vous ayez tous une petite pensée pour Romain, qui est un des fondateurs de l'entreprise, qui voit le logo de son entreprise, peut te lever, hein, sur le cube là-haut. Il vient de me dire que c'était une émotion assez particulière. Et je veux bien le croire. De la même façon que c'est une émotion particulière pour moi d'être là, parce que grâce à vous, grâce à Acceptio et grâce à vous tous, c'est la première fois que je vais m'exprimer du parquet. Une sorte de vieux rêve, pas avec un ballon en main, mais avec un micro. C'est déjà pas mal. Voilà, donc merci beaucoup. On est ravis de vous accueillir tous aujourd'hui dans cette maison qui est la nôtre, au Paris Basketball, dans cette Adidas Arena, qui, comme vous le savez, a vu le jour peu avant les Jeux en février 2024 et qui est devenu assez rapidement un lieu extrêmement reconnu tant du sport, en grande partie grâce au Paris Basketball, que de l'entertainment sur la place parisienne, et qui répond à notamment une taille de salle qui n'existait pas vraiment à Paris, 8-9 000 places. Ça a permis d'organiser de nombreux événements qui ne trouvaient pas forcément leur place. Qui est déjà venu ici dans cette salle, dans vous tous? Gardez la main haute si c'était pour un match du Paris Basketball. Quelques-uns quand même. Bienvenue à nouveau et bienvenue au nouveau de cette belle journée. Je vais vous parler un tout petit peu du club et commencer en fait par ce qui fait que je suis là, que le club existe, qu'on est tous là aujourd'hui, c'est la vision. Souvent une entreprise, j'imagine Romain, peut-être qu'il en parlera tout à l'heure, il y a eu une vision, il s'est dit qu'il y avait certainement quelque chose à faire. La vision en l'occurrence du Paris Basketball, elle vient d'un homme qui s'appelle David Kahn, que vous connaissez peut-être, qui est notre président, fondateur, copropriétaire, et vraiment l'inspiration, c'est quelqu'un qui a un background en NBA très fort, puisqu'il a été patron de deux équipes, les Indiana Pacers et les Minnesota Timberwolves. Quand on est patron aux États-Unis, on est souvent patron et de la partie sportive et de la partie business, donc lui il a chapeauté les deux. En France c'est plus séparé, il y a un patron business et un directeur sportif en général, enfin en France et en Europe et dans la plupart des sports ici. Et après cette carrière brillante en NBA, il cherchait un peu peut-être le projet de fin de carrière. Et il était, au-delà d'être un énorme amateur de Paris et de la France, il a trouvé qu'il n'y avait pas d'équipe à Paris depuis 2007 de basketball. Et ça l'a énormément surpris, parce que quand on regarde les dernières drafts, on voit que les joueurs français sont très bons. Quand on regarde les derniers Jeux Olympiques, on voit que les équipes de France sont très bonnes. La France est la seule nation qui a eu 3 médailles au JO de Paris. Et donc, en 2016-17, il a découvert ça et il a trouvé que c'était un énorme gap. Donc, il a cherché un moyen de remplir ce trou. Et en fait, ce qui a déclenché sa venue ici, c'est qu'il a lu dans le dossier de candidature de Paris 2024 qu'il allait y avoir la construction de cette salle. À l'époque, c'était une ligne dans le dossier. Sur cette base-là, parce qu'il il avait notamment construit la salle d'Indiana, l'importance d'avoir un lieu, une salle, pour les revenus, pour l'expérience, pour la performance. Et de l'autre côté, il avait conscience, en venant à Paris, d'avoir une marque qui était extrêmement puissante, la marque Paris. Il a fait toutes les démarches auprès de la mairie de Paris pour leur dire si vous nous donnez cette salle quand elle verra le jour, si vous acceptez de nous donner la marque Paris qu'on pourra utiliser, eh bien nous, moi, David Kahn et mes partenaires investisseurs, on se lance dans la construction d'un club, on investit dans le long terme et on va vous apporter ce que le basket fait de mieux, c'est-à-dire une connotation NBA, où le sport et l'entertainment sont complètement mêlés, mais avec un twist parisien. Ça s'est passé assez vite et en 2018, le club a été créé sur la base de cette vision. Il est venu s'installer à Paris. Il ne parlait pas un mot d'anglais. Il ne parle toujours pas très bien français. Il ne parlait pas un mot de français, il ne parle toujours pas très bien français. Mais voilà, il est là et il a recruté une équipe assez remarquable que j'ai eu la chance de rejoindre il y a 2 ans maintenant. Et c'est cette vision qui fait que vous êtes là aujourd'hui, que cette salle Adidas Arena a eu beaucoup de visibilité depuis 2 ans grâce aux résultats du club. Maintenant, quand on passe de la vision à la réalité, il y a toujours un petit gap. C'est pas à vous que je vais l'apprendre dans le quotidien de vos différents business.
La vision qu'il avait, c'était la vision aussi d'un sport américain où les revenus sont notamment assez normés. Il y a beaucoup d'opérateurs du sport dans la salle, des droits médias, on a des partenariats, on a des revenus issus de la billetterie, de l'hospitalité, ce que les Américains appellent game day. Et puis, pour les gros sports américains, une partie non négligeable qui est faite sur la base du merchandising, des licences, etc. Quand il est arrivé ici, il croyait que ce serait pareil et qu'il aurait des revenus qui émaneraient de ça. Bon, il fallait tout créer, donc bien évidemment, on part de loin, mais malheureusement, le pilier qui est le pilier le plus important dans la quasi-totalité des sports, que sont les droits médias, en Europe, à part dans le foot et un petit peu dans le rugby en France, ne sont pas des gros contributeurs. Il faut savoir que les clubs de NBA, de NFL, c'est 40, 50, 60% de leur budget et on parle de centaines de millions de dollars pour construire leur budget grâce aux droits médias. Donc ils démarrent l'année, ils ont déjà plusieurs centaines de millions de dollars en recettes sans avoir levé le petit doigt. Chez nous, ce n'est pas le cas. Et donc, fort de ce constat, on a été obligé au club d'être un petit peu inventif. Et c'est une des caractéristiques de ce qui fait le succès du Paris Basketball. C'est qu'on a travaillé autour d'un certain nombre d'axes où la créativité a toujours été très, très présente. En gros, on a fait 3 choses. La première, et je pense que vous parlerez après pas mal de performance et d'expérience, c'est aussi 2 mots qu'on retrouve énormément dans le quotidien du Paris Basketball. La première, c'est de considérer qu'il faut faire venir des gens pour découvrir le club, faire venir des gens pour voir les matchs. Et donc, il faut inspirer, il faut divertir. Le sport, ce n'est pas uniquement une performance sportive, c'est aussi un divertissement. Et donc, on a beaucoup travaillé depuis le premier jour sur la création d'une marque, mais aussi sur la création d'un environnement, d'une expérience. Quand on vient, et pour ceux qui sont déjà venus ou ceux qui viendront prochainement ici, vous verrez, on vit une expérience. On a énormément de gens qui viennent ici, qui partent, qui se souviennent pas du score, c'est sûr, pas forcément de qui a gagné. En revanche, ils se souviennent qu'ils ont vu Omar Sy, ou qu'il y avait telle musique, ou telle célébrité qui était là. Et c'est ça qui est important pour nous, et c'est ce qu'on a décliné depuis le début, en créant vraiment du contenu qui est toujours extrêmement pertinent pour nos cibles, des expériences en aréna ou même en dehors de l'aréna, et en y mettant pas uniquement le sport, mais en y mettant la culture et l'entertainment. Quand on vient ici, on va écouter de la musique, on va voir des danseurs, on va avoir éventuellement une expérience culinaire. On va toujours avoir un match qui est différent du précédent. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important. Monsieur qui est en rouge là-bas, qui ne sait pas que je parle de lui, c'est Nicolas Seignès qui pilote l'ensemble de notre partie événementielle, de ce qu'on appelle les Game Ops. Et donc, à chaque match, il y a un spectacle différent. C'est scripté en partie, parce que le basket a cet avantage d'avoir beaucoup de temps mort, à la différence du foot ou du rugby, même de quasiment tous les autres sports. Nous, on a beaucoup de moments courts, mais où on peut faire des choses qui sont différentes du spectacle sportif. Et donc, on a beaucoup misé là-dessus, et cette expérience du fan, elle est fondamentale dans tout le succès du Paris Basketball. Rares sont les gens qui viennent ici et qui repartent en disant « c'est vraiment pénible ». Au contraire, on a beaucoup de satisfaction. La deuxième chose qu'il a fallu faire, pour répondre à ce point de difficulté des droits médias complètement inexistants, il faut savoir que le Paris Basketball, dans son PNL, aujourd'hui, qui malheureusement est encore déficitaire, a quasiment 0 en droits médias, que ce soit de la Ligue nationale de basket en France ou de l'Euroleague en Europe. Quand on regarde les pourcentages qu'ont les clubs de foot et les clubs de rugby notamment, et je sais qu'il y a quelques collègues du volley ou du hand ou de l'athlé ou d'autres fédérations qui sont plutôt de notre côté, mais c'est difficile. Donc qu'est-ce qu'on a été obligé de faire? On a été obligé d'être très créatif. Donc on a travaillé autour de nos piliers, l'expérience ici pour vendre de l'hospitalité, l'expérience pour vendre de la billetterie, que le spectateur soit toujours dans une position d'être entertained. On a travaillé sur les partenariats, on a travaillé sur le merchandising, mais ça ne suffit pas. Et donc on a été beaucoup plus loin de plein de manières différentes. Une de ces manières, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, c'est-à-dire qu'autour d'un match qui a lieu ce soir à partir de 19h, on va créer la possibilité pour des entreprises de venir organiser des séminaires internes, externes,
de découvrir cette salle sous un autre angle. Vous la découvrirez après en faisant le tour, en voyant les coulisses. Et ça, on s'est aperçu que c'était quelque chose qui était extrêmement apprécié de nos partenaires, mais aussi de plein d'autres gens. Et c'est surtout une manière pour nous de parler à des nouvelles populations. On fait aussi des arena tours comme en avant-match, de manière beaucoup plus fréquente maintenant, et on a été les premiers récemment à proposer ce même service sur Airbnb. Vous êtes aux États-Unis, vous venez en France, vous regardez spectacle ou expérience à faire à Paris, et vous avez Paris Basketball Arena Tour plus un billet, ce qui cartonne. On est surpris des résultats. Maintenant, tout est plein jusqu'à la fin de la saison quasiment. Donc autour de tout ce qui est billetterie, expérience dans l'arena, on a fait beaucoup de choses. On a fait beaucoup de choses autour des partenariats aussi. Je vais prendre juste un seul exemple. On a fait un partenariat avec Allociné. C'est pas tout à fait le sport. En revanche, c'est l'entertainment, donc ça a pleinement sa place ici. Et ce partenariat avec Allociné, qui est un partenariat, on va dire, assez classique dans ses bases, à savoir de l'échange de visibilité qui nous permet de toucher les populations différentes, on a été one step further, qui est de travailler avec eux et les studios pour organiser des lancements de films ou de séries ou de plateformes dans l'Adidas Arena. On customise autour d'un match ou plusieurs une expérience totalement nouvelle où tous les spectateurs qui viennent voir le match vont avoir plein de points de contact différents dans les coursives pour le grand public, dans le Central House pour les VIP, mais surtout sur le terrain, autour du terrain, et en contenu avec le film, les acteurs et toute l'histoire qui va autour. Et bien évidemment, tout ça est relayé par les réseaux sociaux, par les influenceurs. C'est une des autres grosses choses qu'on a fait depuis le début, c'est qu'on mise beaucoup sur l'influence pour faire venir des gens, faire parler du stade. Parfois, nos posts à nous font quelques dizaines de milliers de vues, et puis le post d'un rappeur célèbre va en faire plusieurs millions, et c'est ça aussi qui va nous faire ramener du monde. Autre type de développement de business, c'est les collaborations autour de ce qu'on peut faire en merchandising. On en a pas mal qui arrivent, on ne peut pas encore vraiment en parler. On a beaucoup changé notre manière de faire du merch qui est assez traditionnel en général dans le sport, en travaillant beaucoup avec notre partenaire Adidas autour de création de drops beaucoup plus fréquents. En fait, il faut animer en merchandising beaucoup plus que juste avoir un produit. Et une fois qu'on a vendu le maillot, c'est un peu difficile de se renouveler. Donc on a beaucoup travaillé pour être beaucoup plus actif et proactif dans ce genre de génération de revenus. Et donc, c'est au cœur de ce que l'on fait au quotidien, c'est comment est-ce qu'on peut aller chercher des nouveaux consommateurs et développer les revenus avec tous ces gens. Le dernier point qui est fondamental et qui est un point, en fait, je suis arrivé au club, je suis venu juste pour une semaine au début, une petite mission de conseil pour David Kahn. Il m'avait dit, regarde, passe une semaine là, rencontre les gens, dis-moi ce que tu en penses. Tu as bossé au PSG, tu es aux États-Unis depuis 10 ans, donc tu comprends les Américains, moi j'ai du mal à comprendre les Français, et puis tu connais encore pas mal de monde sur le marché, donc viens, dis-moi. Et une des choses que je lui ai dites, la première que je lui ai dites, pour être très honnête, c'est que je lui ai dit, la qualité des gens que tu as recrutés est absolument exceptionnelle. Pour quelqu'un qui est américain, plus âgé que moi, qui débarque, il avait recruté que des jeunes de 20 à 30 ans, c'était assez remarquable. La deuxième chose, c'est il va falloir que tu transformes ton entreprise parce que on est dans une croissance très forte et surtout, tu n'as pas encore posé les bases de l'écosystème digital dont un club de sport a besoin. Et donc, c'est la troisième chose qu'on a entamée depuis 2024, qui est une vraie transformation digitale, qui fait le lien avec le travail qu'on fait ensemble au quotidien. Alors, c'est pas facile à faire comprendre à quelqu'un qui n'a jamais vraiment été dans ce genre de détails, qui n'est pas digital native, etc. Mais il a bien compris qu'il fallait absolument qu'on évolue. On partait d'assez loin, donc du coup, on a mis en place un plan sur 4 ans. En 2024, c'était plutôt faisons les bases. Donc, on revoit notre système d'email, on refait un peu notre site internet, on revoit nos newsletters, etc. Et on identifie une équipe en interne qui s'occupe du digital. C'est un truc qui m'avait surpris, c'est qu'il n'y avait personne qui s'occupait de ça quand je suis arrivé. Donc, il y a un responsable du digital et on a recruté pour la première fois, fin 2024, quelqu'un en charge de la data, qu'on est allé chercher vraiment purement
dans une start-up qui crunchait de la data, comme on dit, au quotidien, et qui a une feuille de route sur 3 ans pour nous accompagner. La deuxième année, l'année dernière, on a été un petit peu plus loin. On a commencé à travailler autour d'un certain nombre d'outils. On a revu notre CRM, B2B avec HubSpot, B2C avec Arenametrics. On a commencé à travailler autour du SSO. Et on a commencé à travailler autour de la data. Comme vous le savez, dans la plupart des organisations sportives, la data, elle est un peu éparpillée partout. Elle n'est absolument pas constante selon les sources. Et donc, c'est un peu le travail qu'on a commencé à faire. Et là, on est dans une année où on structure beaucoup mieux tout ça, où on ajoute un certain nombre d'outils, où on va commencer à avoir une stratégie de développement digital et autour de la data. Comment est-ce qu'on va aller renforcer nos liens avec nos fans existants? Comment est-ce qu'on va aller chercher de nouveaux fans? Comment ces nouveaux fans, on va mieux les connaître? Et on a 2 événements importants cette année qui se passent. Le premier qui est en cours, on vient juste de finaliser. On va changer notre système de billetterie. On ne peut pas encore vraiment annoncer comment et avec qui, mais ça va être game changer pour nous, c'est-à-dire qu'on va vraiment pouvoir parler à nos clients, avoir une interaction beaucoup plus directe, récupérer la data de l'ensemble des gens qui viennent dans l'Arena, parce qu'aujourd'hui, si vous allez sur le site de l'Adidas Arena et que vous achetez un billet via Ticketmaster, on ne sait pas qui c'est, on n'a pas le nom, on n'a pas les coordonnées, on n'a rien. Donc on va pouvoir développer cette personnalisation de la relation avec le fan qui est fondamentale pour toutes les organisations sportives aujourd'hui. Et la deuxième chose qu'on va lancer, c'est un programme de membership. Jusqu'à présent, on n'en avait pas. On a des abonnés, on a des gens qui viennent de manière récurrente, on a des gens qui sont abonnés à notre newsletter. On n'avait pas vraiment de pyramide de système de membership. Et donc, on est en train de lancer ça. Ce sera opérationnel pour la fin de la saison. Et voilà. Et du coup, l'année prochaine, on est vraiment sur la première année où on va être vraiment bien équipé avec tous les outils pour pouvoir être beaucoup plus data-driven dans notre stratégie de croissance, aller vendre plus de billets grâce à ça, aller vendre à nos partenaires une capacité à parler à nos fans nettement plus direct, opérationnel, ciblé, et tout un écosystème qui pourra s'appuyer sur des outils qui sont performants, dont Acceptio fait partie. Et voilà. Et donc, c'est peut-être l'étape la plus difficile parce que faire comprendre à un président qui regarde bien évidemment les dépenses parce que le club n'est pas encore profitable et lui dire il faut mettre des milliers, dizaines de milliers, voire centaines de milliers dans la transformation digitale de l'entreprise, c'est pas simple, peut-être que vous êtes confronté à ça au quotidien. Heureusement, on a la chance qu'il ait compris, qu'il n'est pas juste un visionnaire, il est aussi pragmatique. Mais c'est vraiment complètement fondamental et on pourrait en parler plus en détail si vous le souhaitez. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention et je vous souhaite une excellente journée. Acceptio.